le titre est légèrement modifié, vous verrez pourquoi dans le cours de la discussion. C'est un chantier sur lequel je travaille depuis pas mal d'années, où j'avais publié un texte sur les territoires numériques il y a déjà 7 ans peut-être au moins. Et là, en réalité, je le tords un petit peu du côté des marques, effectivement, et je pense que c'est une façon intéressante de traiter la question, et en reprenant d'autres thèmes de travail que j'ai sur les conversations, etc. Alors, le point de départ, effectivement, et je vais voir si ça marche déjà. Oui, non, je vais être obligé de faire tac, tac. Le territoire, bah oui, vous supposez savoir ce que c'est, hein, moi aussi. Bon, et puis là, vous voyez, on se rend compte que finalement, c'est un peu plus compliqué quand même, parce que l'empire de Charlemagne en 814, ça a une drôle de tête. Et puis, par rapport à ce qu'on connaît, et puis l'empire Yuan vers 1280 à peu près, on voit bien que c'est fait de tout un tas de choses. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. En réalité, on est plus familier quand même de cette représentation des espaces qui sont calés sur des États souverains assimilés à des nations. J'ai fait exprès de prendre une carte qui justement bat en brèche cette vision-là, puisque j'ai pris des divisions linguistiques, juste pour vous montrer qu'en réalité, bah oui, tout cela est construit, découpé, redécoupé, et qu'on peut y trouver d'autres choses. Donc l'important, c'est quand même le terme d'État-nation. Dans cette affaire-là, sur la question des territoires, ce diptyque-là, et ce diptyque, je vais le décliner d'une autre façon au fur et à mesure de ma présentation. Et à la fois parce que précisément, il va s'appuyer sur cette double dimension de visibilité et d'énoncé. Et évidemment, vous reconnaîtrez des termes proches de Foucault, et puis à Poitiers, c'est quand même le minimum de citer Foucault. Bon, donc voilà, mais je ne fais pas que le citer, c'est pas pour le plaisir, c'est qu'effectivement c'est quand même une inspiration du travail, même si ce sera plutôt Deleuze par la suite. Donc l'intérêt, c'est effectivement de considérer que cette projection d'un pouvoir sur un espace défini par des frontières, que Marianic a déjà évoqué, se combine précisément à une appropriation du territoire comme idéologie, c'est un peu ce que Michel Luceau dit aussi dans L'Homme spatial, et donc cette double articulation, ce diptyque là d'une certaine façon renvoie précisément à une dimension qu'on oublie d'évoquer souvent dans la notion de territoire, mais qui est cette notion de nation qui donc renvoie à cette communauté imaginée que Benedict Anderson a bien documentée et que Marianic a réévoqué aussi tout à l'heure. Alors quand on essaye de projeter les marques dans un tel modèle, dans une façon de voir de ce type, est-ce que ça a une quelconque pertinence ? En réalité, vous voyez, bon, ici c'est un artifice visuel juste pour montrer l'étendue quand même du nombre de marques d'Unilever. Mais ce qui est important, et j'y reviendrai ensuite, c'est qu'elles ont un statut dans le monde actuellement qui est tout autant souverain que celui des États. C'est une affirmation gratuite apparemment, mais en réalité qui commence à être documentée. Vous verrez que précisément cette question fait que les espaces que l'on traite en matière de souveraineté territoriale sont largement percutés par la puissance des marques. Et là, à ce moment-là, évidemment, les questions de frontières n'ont plus du tout le même sens. On parle complètement d'autre chose. Alors on va parler plutôt éventuellement d'un espace concurrentiel. On se dit, bah voilà, on a un ensemble de firmes et qui génèrent des marques et qui sont précisément dans cette tension concurrentielle. On peut se dire, voilà, l'espace de référence qu'on pourrait traiter. Et puis finalement, on revient souvent à des parts de marché. Je veux dire, quand on traite ces affaires-là, on définit un tout, si vous voulez, d'une certaine façon, et puis on découpe à partir de là ce marché en fonction des types de marques qui les captent. Et bien entendu, cela rejoint après une tradition archi-classique de segmentation de la clientèle, donc qui est un classique du marketing que vous connaissez mieux que moi certainement ici. Et donc ce principe de segmentation nous permet de cibler, donc c'est un modèle souvent assez balistique de ce point de vue-là, avec des populations qui ont des propriétés socio-démographiques. Et donc ça c'est important de le voir dans ce premier niveau. Hein. Donc ça veut dire que le marketing là ici va mobiliser effectivement des catégories du type des CSP là, qu'on évoquait à une époque. Et donc ce type de cadre-là peut constituer une façon de définir par défaut, j'allais dire, ou par analogie, un territoire qui du coup n'est pas du tout celui physique qu'on imagine. Mais on se rend compte que, pour prolonger cette histoire de balistique, on se rend compte qu'on peut cibler
plus particulièrement ces segments de population, puisqu'on vise à agir, et c'est ça qui est important, c'est pas seulement de la connaissance ou de l'enregistrement, ça vise à agir, et on peut les cibler ici en fonction de leur loyauté, de leur fidélité, et voir les types d'opérations qu'on peut mener. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, on peut bouger, on peut se déplacer depuis ce centre-là qui consiste à dire il y a des catégories socio-professionnelles où il y a des choses que l'on peut, qui nous permettent de cartographier d'une certaine façon la population. Et on voit que le marketing de ce point de vue évolue puisque, pour rester encore dans des métaphores spéciales, il commence à travailler sur ce qu'on appelle le Consumer Journey. Et donc, ce Consumer Journey, il a plusieurs représentations possibles, là, online, out of store, in store, etc. Ou bien le fait dans tout la succession d'actions liées à l'achat, eh bien, il passe par un certain nombre d'espaces, numériques ou pas numériques, physiques ou pas, etc. Donc, tous ces éléments-là sont intéressants. C'est digital ou pas, c'est pas le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on garde quand même cette idée-là qu'il y a des traces d'achat. Donc, il y a des formes de corps dans un espace qui, même s'ils sont traités par le CRM, par des méthodes de base de données sophistiquées de ce point de vue-là, permettent de se dire il y a une butée sur un réel, qui est un corps qui s'est déplacé quelque part, ou quelqu'un qui, y compris, est allé sur un site, et on peut savoir de quoi il s'agit d'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, c'est que tout cela, toutes ces méthodes-là, elles ont une particularité que j'appellerais elles relèvent d'un agencement topographique. Elles relèvent d'un agencement topographique qui est certes reconstitué et un peu tordu dans le cas du marketing, comme je viens de le montrer, mais qui est en même temps individualisé, etc., mais qui, au bout du compte, aboutit à agencer l'ensemble de l'action de la marque dans un supposé territoire, mais je neutraliserai ça, mais disons à l'agencer d'un point de vue topographique. Mais en réalité, on voit bien que ça se déplace petit à petit, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de segments qu'on peut générer qui n'ont plus grand rapport avec des catégories socio-professionnelles et qui peuvent devenir plutôt des types qu'on va fonder sur des goûts, des préférences, des attitudes selon les écoles dans lesquelles on est, etc. Et donc on se retrouve dans un jeu de segmentation assez différent, qui peut être assez poétique quelquefois, le gourmet focus, fast and furious, etc. Donc c'est la créativité du marketing se donne à voir dans cet aspect-là. Et on voit bien que la disjonction avec le territoire, là, franchit un stade. On voit bien à ce moment-là qu'effectivement c'est des choses qu'on peut utiliser dans différents champs, y compris dans des champs quasi politiques, pour essayer de comprendre les différents positionnements. Et là, on est en train de basculer sur autre chose, on est en train de basculer vers quelque chose qui va essayer de cartographier l'opinion. Et à ce moment-là, on va avoir des tendances, on va avoir des courants, etc. Et puis on ira jusqu'à ce que vous connaissez bien, effectivement, qui a eu son heure de gloire, qui est moins utilisé maintenant, et surtout en France, mais qui était effectivement ces socio-styles à la Catla, par exemple, qui étaient très liés aussi aux analyses factorielles de correspondance de Benzekri, fait que ce type de représentation qu'on avait, qui produit des styles. Ça veut donc dire que là, on a finalement, au-delà de cet ancrage topographique qu'on évoquait auparavant, on finit par déboucher sur une forme de représentation de l'opinion et de ses sous-ensembles, d'une certaine façon, et le terme opinion va être important pour moi pour la suite. Et on peut dire à ce moment-là qu'on a essayé de construire des topiques. Alors c'est intéressant parce que c'est des topiques, le terme grec, les topoi, effectivement, a une double acception et il peut renvoyer à cette dimension spatiale de lieu, mais aussi à cette dimension rhétorique. Et c'est précisément cette proximité, d'une part, et ces proximités sémiotiques, du coup, d'une certaine façon, qu'on peut essayer de suivre dans ce type de projection de la marque et de captation des différentes tendances observables. Alors ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui me permet de retomber sur mes pieds en matière de théorisation sur le chantier sur lequel je suis actuellement, qui consiste à poser les prémices, j'allais dire, des sciences humaines et sociales de troisième génération. Alors, c'est vraiment très prétentieux, évidemment, mais c'est que ça consiste à dire, effectivement, mais sinon on ne fait rien, faut y aller. Mais puis, donc, si vous voulez, l'intérêt, c'est d'identifier 3 générations de quantification qui produisent du coup des entités différentes. L'idée étant, je vous donnerai des références si vous voulez pour aller voir où je parle plus de ça, mais c'est effectivement l'idée que nous avons eu une époque qui continue à exister, bien entendu, où on a produit la société
contrairement à ce qu'on pense, elle n'existait pas avant. Donc on l'a produit, on l'a construite comme un artefact qui fonctionne très bien à cause des recensements. Durkheim en a fait la théorie, et c'est lui qui a gagné par rapport à Tard ou même par rapport à Weber, de ce point de vue. Et cette société, effectivement, elle va se reposer sur des propriétés socio-démographiques, et elle est complètement liée à la demande, y compris à des États. Il faut bien garder ça en tête. Tout cela, c'est une histoire de la fin du 19e dans l'ensemble des pays développés, et qui était très importante. Et on génère des causalités, on travaille sur des causalités. Ce qui n'est pas la même chose que la deuxième génération. Cette deuxième génération, elle est plutôt centrée, elle vise à produire l'opinion. Et maintenant, on finit par considérer qu'elle existe, l'opinion, ce qui a toujours été discuté, qui continue à être discuté d'ailleurs, hein, mais en réalité, ça fait quand même, bon, allez, on se dit grosso modo, oui, ça existe. Ça existe comment? Ça existe par la médiation des sondages, voire maintenant par des méthodes d'opinion mining, qui sont sans doute mal appelées d'ailleurs pour une grande partie, mais qui nous permettent de voir à quel point, à l'époque où ça a été constitué, je parle bien des sondages d'opinion, pas des sondages en tant que méthode statistique qui, eux, ont une autre histoire, mais le sondage d'opinion à la Gallup, si vous voulez, puisque c'est quand même 1936, c'est quand même la date où ça émerge, clairement, avec Lazarsfeld par la suite, un certain nombre d'autres acteurs qui peuvent en faire une théorie. Si vous voulez, on peut du coup repérer des tendances, voire même faire de la prédiction, et on récupère des tendances, et on a des clusters d'opinion, on a des groupes, on voit bien d'ailleurs que ça bouge pas tant que ça bouge petit à petit, assez doucement, et on récupère des opinions qui ne sont pas immédiatement relayées par, ou comment dire, analogues à des propriétés socio-démographiques. Évidemment, souvent, on a tendance à rabattre ça sur la société, mais en attendant, c'est un autre phénomène qu'on observe. Et c'est important d'avoir ça en tête. Les enjeux sont très importants, des enjeux méthodologiques sont importants. Dans un cas, on a l'exhaustivité avec le recensement, dans l'autre, on a la représentativité, mais l'un s'appuie sur l'autre, et vous verrez que nous sommes dans une phase où justement tout cela bascule d'une certaine façon. Alors avant d'y arriver, justement, voilà ce que ça donne, si vous voulez. On a un traitement, on peut imaginer qu'on ait un traitement territorial des marques qui serait analogue à ce que l'on trouve dans des cartes de l'INSEE par exemple, avec l'État et ses statistiques. On peut dire on pourrait avoir un équivalent de cela. Ça repose sur des cartes, ça repose sur des tableaux. Les technologies cognitives qui sont mobilisées sont celles-là. Et évidemment, les segmentations, on peut très bien les rabattre sur des causalités, là aussi. Donc on est dans des logiques où c'est le principe de la société, au sens artefactuel que j'ai évoqué précédemment, qui est remobilisé. Le problème, c'est que ça ne marche plus tellement. Les gens qui font du marketing admettent que c'est quand même, on est un peu au bout du rouleau sur ce plan-là, que c'est trop peu réactif notamment, et qu'il y a d'autres phénomènes qui fonctionnent, dont on ne peut plus rendre compte avec cela. Ça ne veut pas dire que c'est invalide, non, mais en même temps, ça ne rend pas compte de beaucoup d'autres phénomènes. Donc c'est un peu ce moment, cette conjoncture qui m'intéresse, parce que précisément, c'est là où on va pouvoir discuter des territoires et du rapport de la marque avec le territoire. Alors du coup, on a effectivement la possibilité aussi de tirer vers un traitement par type, par tendance, par topic, etc. Voilà ce que l'on fait, nous, quand on travaille au Media Lab sur les questions de climate change, par exemple, de changement climatique, de réchauffement climatique. Effectivement, on voit bien qu'on travaille, on calcule des proximités, on a des algorithmes de spatialisation qui permettent de produire cela, on produit de la classification, avec les méthodes de classification qu'on connaît bien en informatique, et puis du clustering. Du clustering, on arrive à produire des groupes, on voit qu'il y a des acteurs qui se regroupent, qui parlent de la même chose, etc. Et là, on voit que ça, tout à l'heure, je disais avec les tableaux et les cartes que c'était l'équivalent de ce qui se faisait pour la société. Là, on voit bien que nous avons des méthodes pour suivre des mouvements d'opinion, j'allais dire, et d'une certaine façon, on pourrait se dire, tiens, ben voilà, c'est là où il y a de la conversation. Ça y est, là, on est passé à la conversation. On vient de faire la bascule. Les gens parlent et puis ils se regroupent en tendance, en courant ou en fonction de proximité, de topics qui sont plus ou moins, qui les agrègent plus ou moins. Et effectivement, c'est ce qui se passe donc c'est un certain nombre de cas de traitement de l'opinion via les méthodes numériques, si vous voulez. On voit chez l'Influence, par exemple, effectivement, on suit des communautés. Ils font pas que ça, hein, mais ils font notamment aussi cela. Ils peuvent suivre effectivement des communautés. On voit bien qu'on revient sur des éléments de cluster, d'une façon ou d'une autre, qu'on peut suivre dans le temps d'ailleurs, à ce moment-là. Nous avons fait ça c'est un travail qu'on a fait avec Marie-Annick et puis Maxime Crépel, sur
sur la topologie des liens qui constituent ces communautés, eh bien, on arrive à reconstituer effectivement des ensembles, donc des clusters, selon des thèmes, selon des critères assez variés. Ça, c'est le web du livre sur lequel on a travaillé sur un peu plus de 5000 sites au départ. Eh bien, on voit bien qu'ils se parlent ensemble. Ils se parlent ensemble à travers quoi? À travers des liens, notamment, où ils se citent d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est une façon de voir comment les méthodes numériques peuvent aussi abonder dans le sens de l'opinion et dans la constitution d'une image de cela. Alors, le thème du coup de la conversation tel qu'il est traité ici, alors je fais référence là à un colloque qu'il y avait eu, un observatoire des marques de la conversation dans lequel j'avais parlé, donc je me mets en scène évidemment. Et bon, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que la conversation ici, elle est traitée en tant que contenu. C'est-à-dire on s'intéresse à la substance, donc on s'intéresse au topoi, on s'intéresse au cluster, on s'intéresse à de quoi parle-t-il. Donc on veut de quoi, de la substance, et on veut des on veut des groupes sociaux, des propriétés d'une façon ou d'une autre qui nous permettraient de les agréger et de se les représenter. On voit qu'il y a là quelque chose qui est encore gérable dans la relation avec le territoire. Ça, c'est une façon de traiter la question de la conversation et que c'est encore gérable. On le fait d'ailleurs avec un abus de langage dans l'opinion mining, de mon point de vue. C'est un livre que nous avons écrit avec Audrey Lohar sur toutes ces méthodes-là. Nous avons testé combien il y en avait 280 méthodes qu'il y avait en 2012 dans ce domaine-là. Et puis, en réalité, et ça rejoint ce que disait Camille tout à l'heure, il y a des façons de traiter cela qui peuvent être plus proches de la réputation. Et donc là, on voit un effet d'agrégation. Donc on traite ces conversations, mais en réalité qui deviennent donc de l'opinion mining, en les agrégeant dans un indice de réputation, comme le fait Cloud, d'un côté, ou on les décompose un peu plus, on les décompose en traitant des features. Si on veut avoir quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, on le sait bien, en général, il faut mieux rentrer dans les features, dans les propriétés de chaque produit, service, marque, etc., de façon à comprendre linguistiquement, y compris à traiter un peu plus finement ce qui s'y dit. Mais dans tous les cas, on reste dans cette idée de parler, de qui parle de quoi, mais surtout qui parle en matière de substance. On se focalise sur cette affaire. En réalité, et là, il y a un problème. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vient de faire, on peut le faire, on le fait déjà. On traite du coup, on glisse du territoire à la conversation, vous voyez, sans trop de problèmes. En réalité, ce qu'on oublie, c'est que les marques sont avant tout liées à des firmes financiarisées. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est celui-là. Et que du coup, l'énoncé qu'est la marque, qu'il faut le traiter comme un énoncé, effectivement, repose sur une visibilité comptable qui est la firme financiarisée et qui donc repose sur un enjeu intentionnel très important. Et c'est donc là, je créerais presque ce double, vous verrez que je vais le recombiner après, mais on avait l'État-nation, on a aussi la firme marque. Hein, c'est l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le dispositif administratif ou juridique qu'est la firme, et à côté de cela, vous avez la marque, en tant qu'elle capte l'attention, elle produit aussi de la communauté imaginée, complètement. Hein, et de ce point de vue, je pense que c'est un axe d'analyse qui mériterait d'être prolongé, qu'on trouve déjà un peu dans la littérature. Mais l'enjeu pour elle, à ce moment-là, est avant tout un classement, un ranking, une attractivité, une valorisation auprès des investisseurs, donc dans le monde de la finance. Et où se trouve en plus que ça fait pas mal d'avoir un minimum de clients et d'attention dans les clients. Mais le problème, c'est que toutes les opérations marketing qui sont menées, on est désormais obligé de les considérer comme à double facette, à la fois orientées vers les clients au sens des individus qui achètent des produits ou des services et vis-à-vis des investisseurs. Les deux marchent ensemble, ne l'oublions jamais. Alors évidemment, ça ne peut fonctionner que parce que tout cela, cela constitue en réalité une économie d'opinion. Une économie d'opinion, comme l'appelle André Orléans, qui précisément est centrée sur ce jeu des attentes réciproques, qui permet de générer des écarts, qui est l'activité spéculative par excellence, qui est au cœur même de la machine financière désormais. Mais point important, tout cela se fait à haute fréquence. C'est-à-dire que ces écarts doivent être générés à haute fréquence, donc le numérique, il est absolument crucial dans cette affaire-là. Il est évident que les marques ont une longue histoire. Les marques ne sont pas nées avec la finance, bien entendu. Mais si on ne les analyse pas dans le cadre du capitalisme financier, on ne comprend pas les mutations qu'elles vivent en ce moment, et que nous vivons d'ailleurs en même temps, précisément parce que d'une part, elles sont numériques de bout en bout, et elles ont une puissance de frappe qui est tout à fait nouvelle de ce point de vue-là. Alors c'est pour ça que je voudrais insister sur le fait que la haute fréquence, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on retrouve dans les marchés financiers,
dans le high frequency trading. C'est quelque chose qui se retrouve aussi sur Twitter. Par exemple, on voit ici, c'est les scores, les tweets per second, donc c'est la métrique propre de cet univers, c'est le tweet per second. Eh bien, on a là la mort de Ben Laden, on voit comment ça monte. Depuis, ça a été battu d'ailleurs en matière de record de focalisation de l'attention. Mais vous voyez bien qu'ici, nous sommes dans un régime d'attention particulier qui est amplifié. Là, je fais référence à d'autres travaux que je développerai pas ici. C'est celui que j'appelle l'alerte, c'est-à-dire où effectivement on est alerté, et Twitter est exemplaire pour cela. Ce système d'alerte qui nous met en vibration permanente, eh bien effectivement, on le trouve dans la finance, on le trouve voire même quelquefois dans les rankings, où vous avez par exemple dans les entreprises aussi tous les mécanismes de reporting trimestriel qui créent une pression à une alerte régulière, mais on le trouve bien entendu dans le buzz avec Twitter, et puis dans tous les événements en général, c'est une mécanique qui s'est développée, qui s'est étendue largement. Alors il se trouve qu'on peut la suivre techniquement, on peut la suivre du point de vue numérique. C'est le cas du meme tracker de Leskovec et Kleinberg, qui sur la campagne Obama, où on peut suivre effectivement ces streams and cascades, et on voit là à ce moment-là qu'on fait appel à des traces, et ce n'est plus du tout la même chose, notez-le bien, la forme même visuelle en termes de technologie cognitive, c'est très important, ce n'est plus du tout la même chose que les patates que l'on fait habituellement pour faire des types, ni même les tableaux et les calculs que l'on peut faire en AFC éventuellement, ou plus classiquement même dans un tableau croisé. Et donc on est dans un autre monde ici. On est dans un autre monde qui est évidemment lié au fait que les traces sont partout, que non seulement ce sont les médias qui vont générer ces alertes, si vous voulez, mais c'est aussi les individus, chacun de nous, qui, et notamment dans leur pratique mobile, et sans doute que Laurence en parlera aussi, mais effectivement, on produit des traces en masse, on produit notamment des métadonnées. Ce qui nous intéresse ici, c'est que précisément, on a quitté l'idée du texte du tweet, par exemple, pour s'intéresser au hashtag, d'une part, ça c'est déjà encore un peu sémiotique, et en réalité à toutes les métadonnées. Et donc les grandes capacités de calcul dont on dispose maintenant se désintéressent d'une certaine façon du contenu pour suivre une autre dimension de la conversation. Et c'est toujours de la conversation, mais c'est plus de quoi on parle, sauf via le hashtag un petit peu, allez, bon, et encore. Mais c'est le rythme qui est en jeu. Et ça, c'est important. Nous sommes passés à des analyses qui portent sur le rythme, la réactivité, la capacité des marques d'ailleurs à réagir. Et ça, ce ne sont pas seulement les marques ou les plateformes, c'est aussi ce que l'on fait nous individuellement. C'est des choses que l'on a travaillé, nous, dans les enquêtes internationales que l'on a fait sur les usages des mobiles, dans 8 pays dans le monde, il y a déjà depuis 2-3 ans. On voit bien effectivement que l'augmentation, le phénomène SMS par exemple, est absolument extraordinaire. Et puis on se dit, ah oui, mais c'est quand même en train de tomber. Ah oui, c'est en train de tomber, pourquoi ? Parce qu'en même temps, il y a WhatsApp, il y a KakaoTalk, etc. Il y a des choses comme ça qui ont démarré au même moment. Donc dans tous les cas, cette pulsation et cette vitesse ce rythme, et cette fréquence de connexion, elle est absolument essentielle, et c'est cela qui fait énoncer, de mon point de vue, les notifications, les SMS, les messageries instantanées, c'est ce que j'appelle précisément ces vibrations. Il faut arriver à penser ces vibrations. Et vous voyez que si j'emploie ce terme-là, c'est pas hasard, puisqu'on a maintenant, effectivement, dans nos appareils, des vibreurs. Et donc, on est sans arrêt sous vibration. Et c'est très significatif. Il faut qu'ils soient très près des corps. Et en même temps, l'objectif, c'est bien de capter les esprits et de capter l'attention. Donc là, on a un phénomène qui est, de mon point de vue, majeur parce qu'il est transversal, c'est-à-dire qu'il ne touche pas seulement une sphère économique, il n'est pas seulement dans la finance, dans les marques ou je ne sais quoi, il touche notre pratique quotidienne, individuelle, au détail près, si vous voulez. Du coup, on comprend qu'il y a une recherche de connectivité, d'immédiateté permanente, y compris quand on est dans le désert, il faut absolument trouver cela. Et on se dit finalement que quand McLuhan disait que le message est le massage, moi j'ai toujours trouvé ça un peu fantaisiste quand même. J'adore McLuhan par ailleurs. Il y a toujours des aphorismes qui sont un peu compliqués à décoder. On se dit c'est un peu facile. Il n'a pas tort finalement. Il n'avait pas tort. Alors évidemment, vous voyez le rapport que je fais quand je fais vibration et massage. Je vous laisse imaginer la suite. Et donc effectivement, ça fait époque. Ça fait époque de ce point de vue-là. Je dirais que les alertes, en l'occurrence, elles provoquent des surprises pour générer des emprises. Et des surprises constantes, c'est un peu le paradoxe, pour générer des emprises et éviter ainsi de donner des prises. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne récupère pas réellement de prises.
Alors c'est le cas bien évidemment à travers Facebook, et là vous me direz oui d'accord, mais enfin sur Facebook quand même, c'est pas les marques qui sont en cause, peut-être qu'il s'agit d'un vibromassage collectif, d'accord, c'est une pulsation partagée, etc. Mais les marques, bon, faut pas exagérer, c'est des gens, des comptes qui se connectent et puis qui parlent entre eux, donc on est finalement dans des vraies conversations quoi, au bout du compte. Eh bien non, je dirais que c'est faux. Je dirais que c'est faux, parce que tout le modèle économique de l'Internet, il repose sur la publicité, vous le savez, depuis 1995, où on a fait basculer, la NSF a abandonné la gestion de l'Internet, sur la publicité, sur les marques, effectivement, et sur ces individus comptes, parce que l'ambiguïté est importante à garder en tête, qui se comportent en réalité, nous, vous, moi, enfin, quasiment comme des marques. Y compris qui assurent leur visibilité, qui assurent ce rythme de publication, qui captent leur audience, etc. Nous nous comportons de fait comme cela. Mais cette idée que finalement, c'est pas tout à fait une affaire de marque, est peut-être pas fausse quand même, pour une raison, c'est qu'en réalité, il n'est pas sûr que les marques soient encore aux commandes de toute cette affaire-là. Et qu'elles ne soient pas dans le sens où les plateformes qui génèrent les offres de vibration, justement. On a parlé de Twitter, mais évidemment c'est Facebook ici, c'est Google aussi, Apple, Amazon, etc. On les connaît de ce point de vue. Et puis il y en a d'autres qui se rajoutent, des petites plateformes au début. Toutes ces plateformes qui génèrent les offres de vibration, ce sont celles aussi qui les mesurent. Et quand on veut, nous, en tant que sciences sociales, les mesurer, on est obligé d'aller chercher leurs API pour essayer de les capter. Ce sont celles aussi qui captent toutes ces données, justement, et celles aussi qui les vendent, toutes ces traces-là. Et qui les vendent à qui? Aux marques. Donc évidemment, il y a une boucle avec les marques, mais le problème, c'est qu'il faut la médiation que constituent les plateformes, qui sont ces institutions, même on pourrait dire, qui produisent ces vibrations, elle devient clé dans l'affaire. Ce ne sont plus seulement des médiations, elles deviennent centrales, et c'est précisément l'effet plateforme. L'effet plateforme sur le web, c'est celui-là. Je vais peut-être y revenir un petit peu. Du coup, la traçabilité est devenue clé. La traçabilité est devenue clé. Nos systèmes fuitent partout, vous le savez bien, ça fuite partout, personne ne sait ce qu'on laisse, etc. Ça va produire ce que j'appelle un Fukushima des données personnelles dans peu de temps. C'est bien parce que tous les jours maintenant il y en a à peu près, mais ça sera certainement la seule occasion de commencer à réfléchir sur l'architecture qu'on a construite sans le vouloir. Donc ça c'est un point important, mais ça va s'aggraver évidemment avec l'Internet des objets, tous les objets connectés. Il n'y a pas de raison que, vu la façon dont on conçoit les systèmes, ils soient plus sûrs pour le moment, même si on fait tout le baratin sur le privacy by design, vous pouvez être sûr qu'on en est très très loin. Et donc l'intérêt, si vous voulez, c'est que, et je reviens du coup à mon tableau du départ, et je ne suis pas loin de ma conclusion, j'espère que je ne suis pas trop long, qu'en réalité nous avons changé de type d'agencement. Et donc je recaractérise mes premières générations et deuxième génération en parlant dans un cas d'agencement topographique. Et là, je reprends des discussions, un terme deleuzien, certes, mais qui est aussi enraciné sur les discussions qu'on peut avoir avec Jacques Lévy et puis Michel Luceau. Effectivement, un agencement topographique où il y a des États-nations, mais le couple, il est intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on avait, à côté de ça, l'opinion était en réalité un agencement topologique, et un agencement topologique qui était centré sur les masses médias comme opérateur de tout cela, et on a bien connu cette époque des masses médias, à partir de 1936, carrément, ou la radio un petit peu avant, effectivement, et des publics qui se constituent en même temps. C'est-à-dire ce ne sont pas des nations, on constitue des publics, et qu'on peut mesurer, et qu'à ce moment-là, on traite sous forme d'audience. Mais il n'empêche que ce sont des publics que l'on traite. Mais finalement, nous ne sommes plus dans ce monde-là. Nous sommes encore dans ce monde-là, pardon. Nous sommes encore dans ce monde-là. Ces mondes-là n'ont pas disparu, attention. Ce n'est pas la successivité. Ça s'empile comme des couches qui sont peut-être en lien, mais c'est pas sûr. Il faut faire la démonstration. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, ce n'est pas sûr. Et précisément, je prétends qu'il y a une nouvelle couche qui, elle, produit aussi des choses qui ne sont pas en lien avec le reste et qu'il faut analyser en tant que telles. Ce sont effectivement ce que j'appelle des plateformes marques. Et les plateformes marques, ça veut dire que précisément, on a le dispositif, la visibilité de la plateforme et l'énoncé de la marque, de ce point de vue. Et là, c'est un autre agencement. C'est un agencement chronologique. Évidemment, alors là, on perd toute idée de territoire, vous voyez. Mais on n'est pas non plus dans la conversation. Mais c'est cela qui pilote l'ensemble de l'alignement des acteurs. C'est cette rythmicité et cette capacité à être au cœur de ce rythme-là qui devient important. Donc la conversation, du coup, on y est un petit peu, d'une certaine façon, mais en tant qu'elle est un process. Alors qu'aussi, elle parle de quelque chose. Mais là, ça ne nous intéresse plus. Y compris quand on fait du social listening, on s'intéresse un peu à ceux dont il parle, mais on s'intéresse surtout à la réactivité, à sa propagation et à la capacité à suivre ces vagues, ces ondes, d'une certaine façon,
plus que la particule, en l'occurrence, quoi. Et donc, alors moi, c'est des choses qui m'ont intéressé depuis 1987, puisque j'ai travaillé sur la conversation télé à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est cette double phase de l'agencement. L'État-nation, les médias publics et les plateformes marques, ce qui font trois époques, comme je le disais, qui ne sont pas forcément contradictoires. Mais on voit bien qu'on est passé d'une question de territoire ou à une question de conversation, mais qui en réalité, ce qui compte, c'est de parler d'agencement chronologique, où les marques sont sont les producteurs et les récepteurs des signaux de la pulsation du monde, et au point même de faire vibrer les individus comme des marques. Et nous vibrons, y compris petit à petit, comme étant des marques d'une façon ou d'une autre. Donc nous sommes traversés les uns et les autres par ces vibrations que nous contribuons à produire dans le même temps. Alors j'appelle ça effectivement d'une certaine façon un effet psychopompe, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui attire, qui mobilise l'attention, et c'est quelque chose qu'on connaît bien à la fois en psychanalyse mais aussi dans les termes de la tragédie grecque. Effectivement cet effet psychopompe, il est majeur dans trois cas. Dans le cas de la nation, c'est un effet psychopompe, effectivement. On voit bien comment ça focalise l'attention, les passions, les émotions, etc. Dans le cas de la nation, c'est valable aussi pour le public. Et quand vous êtes fasciné par les séries actuellement, c'est du psychopompe à plein pot. Je veux dire, on est tous à halter pour le prochain épisode. Et c'est la même chose aussi pour les marques. C'est la même chose aussi pour les marques à travers les initiatives et l'ensemble des événements et des petits signes qui font qu'on reçoit des notifications et on y réagit d'une façon ou d'une autre. Du coup, on est effectivement assez loin quand même de ce qu'on pourrait classiquement considérer comme étant une conversation. On est plutôt dans l'ordre d'une répétition qui se fait dans la différence, pour reprendre des termes deleuziens, et pour, du coup, on dirait qu'on serait plus proche d'une ritournelle à la mode de Deleuze. Et c'est cela qui serait intéressant. Je ne discuterai pas ici de ce qu'il y a de territorialisation, de déterritorialisation et de reterritorialisation dans cette affaire, mais c'est quand même, à mon avis, par là qu'il faut entrer dans la question aussi. Alors le problème, précisément sur cette question de reterritorialisation, on se dit oui, alors là du coup, on a carrément largué les amarres, on fait des choses qui tournent sur elles-mêmes, qui sont des purs effets de réactivité chronologique, justement. Mais le problème, et on se dit donc les marques gèrent cette pulsation d'une certaine façon, et savent se placer au bon endroit pour cela. Mais en réalité, la mutation sur laquelle je voudrais terminer, c'est effectivement que finalement, elles sont d'une certaine façon dépendantes des plateformes désormais. Et qu'il se trouve en même temps que ces plateformes sont elles-mêmes devenues des marques, mais des marques puissantes. C'est-à-dire qu'effectivement, et elles ont tendance, comme toujours dans l'effet plateforme, je peux vous donner plein d'exemples autrement, mais vous connaissez Amazon, comment Amazon a réussi à le faire, on capte la notoriété et la réputation justement des éditeurs à son profit. Dans l'enseignement, ce sur quoi je travaille, moi, dans le domaine des MOOC, par exemple, Coursera est en train de faire la même opération. On capte la réputation des grandes marques universitaires pour les faire fonctionner à son profit. Et donc, on est finalement, l'objectif, c'est de capter ces externalités et de capter cette attention et de produire, du coup, ces effets de concentration qui permettent de devenir un point de passage obligé. Et à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on a déplacé l'état de la question des marques d'autres institutions, j'hésite un peu sur le terme, mais des plateformes précisément, qui vont générer ces marchés à double versant, qui fait qu'on fait payer, on récupère de tous les côtés. Du coup, ça veut dire aussi que les marques sont moins liées qu'on le pensait, que j'avais dit au début, à la question des firmes en tant que telles, parce que du coup, leur existence sémiotique, j'allais dire, elle dépend beaucoup plus des plateformes qu'elle ne le faisait auparavant. Ce qui veut dire, y compris, que ça n'a quelquefois pas grand rapport avec leurs problèmes de marché, au sens de ce qu'on avait sur la segmentation d'abord, ou des actes d'achat, etc. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que les marques aussi commencent à s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'en réalité, ils se font prendre dans la mécanique des plateformes pour avoir quelque chose qui est un peu autoréférentiel, et on dit « Oh, c'est super, j'ai eu un nombre de likes, j'ai eu un nombre de retweets, etc. Et donc, je vais faire des actions. Oh, puis je vois que j'en ai encore plus. Oui, il y a des ventes au bout? Non. Ce n'est pas le problème. On a du mal à connecter ça. C'est clair, ce sont des mondes qui ont tendance à s'autonomiser. Et là, il y a un certain nombre de gens de marketing avec qui je travaille, effectivement, ça commence à les gonfler un peu, quoi. À se dire, bon, est-ce qu'on vit vraiment dans cette autoréférence qui, en réalité, profite avant tout aux plateformes elles-mêmes, puisqu'on leur paye tous les placements qu'on peut y faire. Et du coup, pour terminer, vous voyez qu'il y a du coup des formes visuelles qui permettent de reconstituer ça. Le tableau dans un cas, l'agencement topographique, ça paraît bizarre de dire ça, mais ça a un lien, parce que derrière on retombe sur des cartes, évidemment. Et puis l'agencement topologique, c'est ces clusters que j'ai évoqués. Et puis dans l'agencement chronologique, ce sont des flux. Et c'est cela qui fait que technologiquement, cognitivement et dans le terme de programmes de recherche, ce sont des programmes différents
qui peuvent s'interconnecter, mais il ne faut pas les confondre, parce que précisément, ils vivent de leur vie. Et enfin, je dirais que, de toute façon, ce qui est important, puisque j'ai insisté sur la chronologie, c'est que nous avons une histoire du temps, une histoire des maîtres du temps, j'allais dire, et que ces maîtres du temps, ils étaient, c'était les cloches de l'église à une époque, c'était l'horloge du beffroi, et on sait le coup de force que ça a représenté pour créer la ville, précisément. Et bien maintenant, on a effectivement, il y a eu la gare. Le train est très important. Ralph Benninger a fait tout un bouquin là-dessus sur le contrôle, lié au fait que le temps, la gestion du temps par le train a été décisif pour unifier des marchés, etc. Et donc la capacité à contrôler le temps était très importante. Et bien maintenant, nous avons nos montres connectées qui pulsent et qui vibrent sur nos bras et qui nous donnent effectivement la pulsation du monde avec laquelle nous sommes synchrones, ce qui est l'essentiel de l'affaire. J'ai oublié une image ici, c'est l'organisation du temps dans l'entreprise et j'allais dire la feuille de pointage, enfin disons-le comment. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû mettre. Bon, je m'en rends compte maintenant. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire que du coup, au-delà des territoires et des conversations, on voit bien qu'on est passé à un agencement chronologique qui a ses vertus, qui s'est détaché et qui justement pose problème parce qu'il s'est détaché, parce qu'en réalité, au bout du compte, les avantages pour les marques sont désormais transférés aux plateformes qui génèrent précisément ce rythme et cette pulsation à laquelle nous sommes, peut-être pas vous autant que moi, mais bon, on est tous un peu addicts. Donc voilà un peu le décalage que je voulais faire par rapport, y compris à l'énoncé de ce que j'avais annoncé dans la présentation. Merci.